Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wholistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Aujourd'hui, nous allons parler cycle menstruel d'un point de vue de l'Ayurveda. Comment accepter le fait que les femmes, nous sommes cycliques et comment justement équilibrer notre cycle menstruel et toutes les phases de notre cycle dans cette société qui est très masculine, très yang. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement pendant ton cycle, ce que l'Ayurveda comprend depuis des millénaires sur les hormones et surtout comment tu peux vivre en harmonie avec ton cycle au lieu de lutter contre lui et d'essayer d'avoir un mode de vie qui est complètement déconnecté de ta féminité et donc de ton cycle menstruel. Déjà, il faut bien comprendre que la femme, contrairement à l'homme, on est régi par deux rythmes. On a le rythme circadien et le rythme infradien. C'est-à-dire, le rythme circadien, ça va être le même que celui des hommes. C'est-à-dire le rythme solaire, donc de 24 heures, calé sur le cycle du soleil. Donc, le matin, on va produire certaines hormones, à midi d'autres, l'après-midi d'autres et le soir d'autres. Ces hormones vont nous permettre de nous mettre en action le matin, par exemple la dopamine, de réveiller l'appétit, ensuite de commencer à produire de la mélatonine pour le soir, de la sérotonine, etc. Ça, c'est le rythme circadien qui nous permet de vivre, d'avoir faim à certains horaires, de produire certaines hormones à certains horaires. Et ce cycle circadien, les hommes y sont également soumis. Mais les femmes, on a un rythme infradien supplémentaire que les hommes n'ont pas. Et ce rythme-là, c'est basé sur le cycle de la Lune, c'est-à-dire 28 jours, le cycle lunaire. Et durant cette phase de 28 jours, qu'est-ce qui se passe ? D'une semaine à l'autre, les hormones féminines vont changer. Et donc, ta digestion va changer, ton niveau d'énergie va changer, ton humeur va changer, ta peau va changer, tout ceci va changer. Et c'est normal et il faut l'accepter. Alors attention, je ne dis pas qu'avoir des signes de déséquilibre, avoir des douleurs, avoir un syndrome prémenstruel, ce genre de choses, c'est normal. Mais accepter les variations hormonales, ça l'est. Il faut faire la différence parce que souvent, on dit aux femmes, quand elles se plaignent en fait de douleurs, que ce soit de l'endométriose, SOPK ou même sans même avoir de pathologie, juste avoir mal pendant ses règles ou avoir mal pendant le syndrome prémenstruel ou avoir plus d'irritabilité avant ses règles, ce genre de choses, on dit « Oh mais c'est normal, tu vas avoir tes règles. Oh mais c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. » En fait, ça, non, ce n'est pas normal. Il faut bien comprendre et faire la différence entre le fait que l'on est cyclique, qu'on a 4 phases du cycle menstruel, avec chaque phase des caractéristiques de ces phases-là, du fait des variations hormonales, mais il va être important aussi de ne pas identifier les déséquilibres potentiels à ces phases. Un déséquilibre reste un déséquilibre, peu importe la phase de votre cycle menstruel. Et ça, il faut bien le comprendre parce qu'il faut le traiter du coup, et le traiter à la cause en adaptant votre hygiène de vie, notamment avec l'Ayurveda, mais aussi avec tous les outils potentiellement que vous possédez, pour vraiment vivre votre cycle de la manière la plus épanouie, la plus sereine possible. Parce que une bonne santé du cycle, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une bonne élimination, parce que le cycle, par exemple, la menstruation, c'est la détox du corps. Donc, ça va être important d'avoir une bonne détoxification du corps, un bon fonctionnement général des hormones aussi, pour également, en cas de projet bébé, ne pas avoir de problème de fertilité. Donc déjà, je vais vous expliquer le cycle menstruel simplement vu par l'Ayurveda. Donc, pour rappel, on a 4 phases du cycle menstruel. On va commencer par la phase menstruelle, donc la période où on a nos règles. En Ayurveda, cette phase correspond à la saison de l'hiver. Et donc ça va être facile pour vous de vous en... C'est un petit moyen mémotechnique d'associer les phases du cycle menstruel aux saisons, parce que du coup, vous allez garder en tête plus facilement ce que vous devez faire à chaque phase du cycle menstruel. Donc, les menstruations, c'est l'hiver. C'est-à-dire, vous avez moins d'énergie. Votre corps se détoxifie. Et donc, c'est normal. Ça demande de l'énergie. Et donc, c'est normal aussi d'accepter, d'arrêter, de ralentir, de ne pas forcément aller au sport si vous êtes fatigué, de ne pas se pousser, en fait. Le corps fait un travail qui est important. Il détoxifie. Et donc, il faut lui donner l'énergie suffisante pour qu'il se détoxifie correctement et ne pas accumuler les toxines dans votre organisme. Et donc, durant cette phase d'hiver, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rester au chaud. Il faut se reposer, il faut ralentir. Et tout ça, c'est OK. Et il ne faut pas culpabiliser, malgré le fait que l'on soit dans une société yang, et se dire « Ah OK, je suis en phase menstruelle, j'ai mes règles, mais il
il y a des filles qui vont au CrossFit par exemple pendant ce temps-là, les hommes qui travaillent, qui sont hyper productifs aussi, donc je dois faire pareil. Écoutez votre corps. Et c'est en assumant vos cycles et votre féminité que vous allez montrer l'exemple, que vous allez inspirer les personnes pour faire pareil. Et c'est comme ça que l'on va sortir de plus en plus, bon, je ne vais pas dire sortir d'une société de plus en plus yang, mais en tout cas, laisser rentrer un peu plus de yin dans cette société très yang. Ensuite, on a la phase folliculaire, après les règles. C'est le retour du printemps. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'énergie, vous vous sentez mieux, vous avez envie de reprendre le sport, etc. Donc ça, voilà, on se sent bien dans cette phase-là. Ensuite vient l'été, l'ovulation. Donc là, on a vraiment plein d'énergie, on a envie de sociabiliser. On est plus dans la communication, on a besoin de sortir, de rencontrer des gens, etc. Contrairement à la phase menstruelle où on a plutôt, si on s'écoute vraiment, envie de rester chez soi tranquille. Et donc ça, l'ovulation, c'est l'été. Et ensuite, on a la phase prémenstruelle. Donc ça, c'est l'automne. Et donc, comme en automne, on a un petit peu plus envie de rester chez soi. On a envie un petit peu plus de lenteur. Donc, on va faire des sports un petit peu plus doux. On va ralentir. On va un peu mieux gérer son stress aussi. Parce que le corps, durant cette phase-là, il est beaucoup moins résilient au stress. Donc, la moindre chose va provoquer plus d'irritabilité, plus de stress, plus d'inflammation. Et vous voyez, durant cette phase, c'est plus durant cette phase d'ailleurs qu'on voit un déséquilibre du cycle menstruel potentiellement, via le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, je vois beaucoup de personnes, notamment dans des consultations gratuites, quand je leur demande « Ok, qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui? Quels sont les symptômes, les signes de déséquilibre dont vous voulez vous débarrasser ?» Donc elles me disent plein de choses. Et moi, quand elles me parlent de certains symptômes, je leur dis « Ah, mais tu as un syndrome prémenstruel du coup, non? Au vu des symptômes que tu as. » Parce que les personnes ont souvent de l'inflammation. Donc, ça provoque un syndrome prémenstruel. Elles me disent non. Et du coup, je suis là, ok, est-ce que tu as de l'irritabilité, des envies de sucre, des douleurs au niveau du bas du ventre ou du bas du dos? Est-ce que tu es plus irritable? Ce genre de choses. Et là, elles me disent oui. Donc, elles ont un syndrome prémenstruel. Et donc, et toutes, quasi, elles me répondent la même chose. Elles me disent, ah non, mais ça, c'est normal. Ah oui, le mal au sein aussi. Mais ça, c'est normal, toutes les femmes ont ça. Toutes les femmes ont mal au sein, toutes les femmes ont mal au ventre, toutes les femmes sont plus irritables, toutes les femmes se jettent sur le chocolat avant d'avoir leurs règles. Eh bien, big news, non, ce n'est pas du tout normal. Un syndrome prémenstruel, c'est un signe de dérèglement hormonal. C'est un signe d'inflammation de votre corps. C'est un signe qu'il faut faire quelque chose pour s'en débarrasser et juste retrouver l'équilibre. Un syndrome prémenstruel, ce n'est pas normal. C'est normal de voir venir un petit peu ces règles, de commencer à sentir une certaine contraction utérine sans avoir de douleur ou quoi que ce soit. Mais voilà, de sentir que quelque chose se passe, d'avoir un petit peu moins d'énergie que d'habitude, ça va être normal. Mais d'être hyper fatigué au point d'être cloué au lit, d'avoir des fringales de sucre incontrôlables, d'avoir mal au sein, ce genre de choses, ou d'avoir très mal au ventre, ça, c'est pas normal. Et ça, il faut vraiment le comprendre, c'est un dérèglement hormonal. Ça se règle facilement, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas normal. Et malheureusement, ça devient, beaucoup de signes de déséquilibre comme ça chez les femmes deviennent tellement communs que les femmes pensent que c'est normal. Et elles me disent, ah non, mais moi, toutes mes copines ont ça. Ok, bon, c'est pas parce que toutes les copines l'ont que c'est normal pour autant. Ce n'est pas parce que quelque chose est commun que ça veut dire que c'est normal. Important de faire la différence. Et maintenant, quel est le lien entre les phases du cycle menstruel et les doshas? En fait, chaque phase du cycle menstruel va être régie par un dosha. Donc, la phase des menstruations, donc quand on a nos règles, ça va plus être une phase qui est liée à Vata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez vos règles et que vous êtes Vata, vous êtes plus sujette à avoir des déséquilibres, donc à avoir des douleurs, ce genre de choses. Si vous êtes déjà Vata, si votre dosha dominant est Vata et que vous êtes dans une phase de votre cycle ou une phase de la saison aussi, ou une phase de votre vie qui est Vata, du coup, vous allez être plus sujette à avoir des déséquilibres. Kapha, ça va être plus la phase folliculaire préovulatoire. On a quand même besoin de calme, d'ancrage et de stabilité, même si on a plus d'énergie. Et ensuite, Pitta, ça va être toute la phase d'ovulation et la phase prémenstruelle. Maintenant, parlons des symptômes du cycle menstruel, des signes de déséquilibre et surtout comment y remédier avec l'Ayurveda. Commençons du coup par les règles douloureuses. Les règles douloureuses, ça va être un excès de Pitta. C'est-à-dire que Pitta va s'accumuler dans le Rakta Dhatu,
c'est-à-dire le sang, provoquant chaleur, inflammation de l'endomètre et des spasmes. En fait, ça va juste être concrètement un excès d'éléments feu. Et donc, côté hormones, qu'est-ce que ceci va provoquer? Ça va provoquer plus de prostaglandines, donc des prostaglandines en excès, provoquant des contractions utérines qui vont être douloureuses. Ça va être une dominance oestrogénique qui va être élevée. Donc, oestradiol haut ou progestérone basse, l'endomètre va devenir beaucoup plus épais et plus inflammatoire. Et le cortisol va être également élevé, qui va du coup augmenter la sensibilité des récepteurs à la douleur et va déséquilibrer le rapport oestrogène-progestérone. L'irritabilité prémenstruelle ensuite. Donc je vous rappelle, l'irritabilité c'est un signe du syndrome prémenstruel. Ce n'est pas normal d'être irritable avant ses règles. Donc l'irritabilité, qu'est-ce que c'est? Elle est causée par un excès de pitta qui va monter dans le manovara srota, c'est-à-dire les canaux psychiques, et qui va provoquer du coup agitation mentale, colère et impatience. Et ça va être provoqué par le manque de repos et la surcharge mentale, qui vraiment empêche l'énergie de redescendre. Donc, concrètement, en termes d'hormones, qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir une chute de progestérone. Donc, et si la descente est abrupte, ça va provoquer des dérèglements de l'humeur. Une baisse d'ostradiol, qui est modulatrice de la sérotonine, donc l'hormone du bonheur. Ça va provoquer du coup irritabilité et changement d'humeur, vraiment des pics émotionnels. Et un pic de cortisol si le stress est continu. Donc une mauvaise gestion du stress en phase prémenstruelle a des conséquences directes sur votre corps, sur votre humeur. Parce que le pic de cortisol va perturber la conversion du tryptophane en sérotonine et donc amplifier la surréactivité. Ensuite, la fatigue constante. Donc ça va être plus un déséquilibre vata qui va assécher les tissus, épuiser Horace, donc l'énergie vitale, et affaiblir l'ani. Ça va provoquer une digestion difficile, une assimilation en berne, c'est-à-dire des carences nutritionnelles, un sommeil qui est trop léger. Et donc sur le plan hormonal, ça va provoquer un dérèglement du cortisol. Donc vraiment avoir ce sentiment de le matin, pas avoir d'énergie et le soir avoir beaucoup d'énergie. Donc le matin, cortisol bas, le soir, beaucoup de cortisol. Ça va dérégler en fait du coup votre énergie et avoir ce sentiment vraiment de batterie vide. L'hypothyroïdie frustre, la T3 libre ou conversion T4-T3 qui va être insuffisante du fait du cortisol, des carences en sélénium ou en zinc. Et donc, on voyait, je vous disais tout à l'heure, Vata va perturber la digestion, réduire l'assimilation des nutriments, provoquer des carences et donc impacter la thyroïde et donc provoquer de la fatigue. Voilà, donc c'est vraiment important en fait de comprendre tout ce petit cheminement pour se dire, il n'y a pas, voilà, il ne faut pas juste traiter la première cause que l'on voit, mais il faut remonter, ou ok, ça a été provoqué par quoi, et ça par quoi, et ça par quoi, et ça par quoi, ah, et du coup, la source racine, la cause racine, c'est ça, et il faut régler celle-ci en fait, pour avoir des résultats pérennes. Ensuite, l'insuline qui va être instable. Donc là, ça va potentiellement provoquer des hypoglycémies en fait, donc des baisses d'énergie également. Et une progestérone qui va être trop basse et donc un mauvais sommeil. Et ensuite, on va avoir du coup le syndrome prémenstruel plus dans sa globalité. Quelle est l'une des principales causes du syndrome prémenstruel? C'est un excès de pitta. Et plus particulièrement un excès de pitta au niveau du foie, c'est-à-dire une surcharge hépatique. C'est le foie qui est en charge de détoxifier l'organisme, mais aussi du coup de détoxifier les hormones. Et lorsque le foie n'arrive pas à détoxifier suffisamment, quand on ne donne pas suffisamment les bons nutriments au foie pour pouvoir détoxifier, on se retrouve avec une surcharge hépatique. Et cette surcharge hépatique va provoquer un syndrome prémenstruel parce qu'elle va dérégler le rapport progestérone-oestrogène, donc souvent un excès d'oestrogène et pas assez de progestérone, qui va provoquer notamment de la rétention d'eau et une prolactine parfois haute, donc tension mammaire et fringale également. Donc ça, c'est la prolactine qui est trop haute lorsqu'on a les tensions mammaires. Et l'histamine et les médiateurs inflammatoires vont également augmenter la perméabilité vasculaire, entraînant du coup des migraines et des douleurs. Donc tout ça, migraines, douleurs, rétention d'eau, mal au ventre, tension au niveau des seins, c'est vraiment un syndrome prémenstruel et c'est le plus souvent, je ne dis pas que c'est la seule cause possible, mais ça va être une surcharge hépatique. À voir du coup
Qu'est-ce qui cause cette surcharge hépatique? Qu'est-ce qui cause cet excès de pitta? Parce que pitta, on l'a vu dans l'épisode précédent sur les doshas, qu'il peut être déséquilibré, il peut être en excès par plein de choses. L'alimentation, un sport trop intense, une mauvaise gestion des émotions, pas assez de résilience de l'organisme face au stress, ce genre de choses. Mais aussi, le foie va être impacté. Et ça, du coup, je vais faire un petit aparté au niveau du foie que je vois souvent. Il y a beaucoup de personnes qui boivent du jus de citron à jeun dans un verre d'eau le matin ou du vinaigre de cidre. Ou même qui jeûnent en mode « Oh, mais le matin, je me réveille, je me sens un petit peu lourde, en fait, et du coup, je ne prends pas de petit déjeuner parce que je me sens mieux, je me sens plus légère. » Oui, forcément. Si on ne mange pas, on n'est pas ballonné, on n'a pas mal au ventre. Bon, forcément. Mais ça ne résout pas la cause du problème. Et donc ça va être important de comprendre que pour une bonne santé hépatique, une bonne santé du foie, il ne faut pas boire forcément du jus de citron, surtout pas dans un verre d'eau. À la rigueur, mettez quelques gouttes d'huile de citron, de jus de citron dans de l'huile d'olive le matin à jeun. L'huile d'olive va venir vraiment protéger vos muqueuses intestinales parce que le jus de citron, c'est quand même hyper agressif. Donc, vous pouvez faire ça si vraiment vous notez que vous n'avez pas assez de production de bile. Ceci va favoriser la stimulation de la bile. Mais sinon, un foie, pour être en bonne santé, de quoi il a besoin? Il a besoin qu'on ne le surcharge pas. Donc, plutôt que de boire du jus de citron, travaillez à la source, évitez de surcharger votre foie. Et il a surtout besoin de suffisamment de nutriments et de minéraux. Qu'est-ce qui va permettre de détoxifier votre organisme et de détoxifier votre foie? Parce que le foie, c'est un émonctoire qui détoxifie tout seul. Rappelez-vous, on n'a pas besoin de détoxifier son organisme. L'organisme, il se détoxifie tout seul grâce aux émonctoires, que ce soit le foie, que ce soit les intestins, que ce soit les poumons, que ce soit la peau. Voilà, ça, ce sont des émonctoires qui permettent à l'organisme de se détoxifier. Et le foie, lui, comment il va réussir à se détoxifier? Quand on va lui apporter les bons nutriments. Et donc, pas en sautant des repas, pas en pratiquant des jeûnes, mais au contraire, en mangeant une alimentation qui est riche en nutriments dont il a besoin. Mais dans ce cas-là, le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire un antioxydant qui est le glutathion. Et c'est le glutathion qui va permettre de détoxifier le foie, mais aussi de détoxifier l'organisme. Donc, message important, on arrête de jeûner pour détoxifier son foie. Au contraire, on mange des nutriments pour produire le glutathion, qui est un antioxydant qui permet et la détox du foie et la détox de l'organisme. Voilà, ce n'est pas en mettant un organe au repos tel que le foie que l'on va détoxifier l'organisme. C'est vraiment en lui donnant ce dont il a besoin pour fonctionner. C'est plutôt logique. Par exemple, vous avez un problème de moteur dans votre voiture. Bon, c'est pas en arrêtant de mettre de l'essence et en arrêtant de la faire fonctionner que votre voiture va mieux rouler. Vous n'êtes juste pas confronté au problème parce que vous ne la faites pas démarrer. Mais lorsque vous la démarrez, il y aura toujours le même problème. Là, c'est pareil. Si votre foie, vous le surchargez qui fonctionne mal, c'est pas en le faisant arrêter de travailler que ça va régler son problème. Vous le mettez juste sur pause. Mais lorsque vous allez remanger, avoir une hygiène de vie comme vous avez, vous allez être confronté au même problème. Voilà, la réparation n'a pas été faite. Et la réparation dans le cas du foie, c'est vraiment une alimentation riche en nutriments, en vitamines, en minéraux pour produire le glutathion. Et ça, j'insiste vraiment, parce que la détox du foie, dans le sens où le bon fonctionnement du foie, parce que il fait sa détox tout seul, donc on ne fait pas de détox du foie. Mais le bon fonctionnement du foie permet certes d'équilibrer les hormones parce qu'il va supprimer, en fait, il va détoxifier les excès d'hormones, que ce soit androgènes, oestrogènes, etc. Donc ça va vraiment jouer un rôle important dans le cycle menstruel de la femme, mais aussi jouer un rôle important dans la santé de l'être humain de façon générale. Parce que tous les jours, vous accumulez des toxines dans votre organisme. Tous les jours, et c'est normal, du fait de l'alimentation, du fait de la pollution, du fait du stress, même le fonctionnement de votre corps tout seul. Votre corps, quand il fonctionne, juste le processus de digestion produit des radicaux libres et donc produit des toxines pour l'organisme. Et donc le foie, il a un rôle capital. C'est que tous les soirs à 22h, c'est l'heure à laquelle il détoxifie l'organisme, il va nettoyer tout l'organisme pour se débarrasser de toutes les toxines que vous avez accumulées dans la journée.
Et se débarrasser des toxines, c'est essentiel parce que plus vous allez accumuler des toxines dans votre organisme, plus vous allez avoir de signes de déséquilibre. Des signes de déséquilibre qu'on a cités précédemment dans les autres podcasts, etc., que ce soit ballonnement, constipation, maux de tête, douleurs articulaires, douleurs musculaires. Ça, ce sont les premiers signes. Mais s'ils ne sont pas réglés à la source, ces signes vont pouvoir, au fil des années, au fil des décennies, développer des pathologies. Et des pathologies beaucoup plus graves. Et donc ça, c'est important. La santé du foie est capitale pour la santé de l'être humain. Que ce soit pour les femmes, pour la santé du cycle menstruel, pour l'équilibre hormonal, mais aussi pour la préservation de la santé de façon générale. Et donc, on traite bien son foie. On ne le prive pas de nutriments. Au contraire, on lui donne ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. On ne met pas sur pause, ça ne sert à rien. Petit aparté, très important sur le foie. J'insiste, parce que je vois plein de bêtises sur le foie et c'est vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui est capital pour la santé. C'est vraiment hyper important d'avoir un foie en bonne santé qui fonctionne correctement pour l'organisme. Donc voilà, on fait attention à son foie. Et on ne fait pas n'importe quoi, à prendre des compléments alimentaires quand ce n'est pas nécessaire, sans aucune stratégie. Voilà, les compléments alimentaires pour détoxifier le foie doivent suivre une stratégie qui est claire, qui est précise. Parce qu'il faut avoir conscience que quand vous détoxifiez le foie, quand le foie détoxifie, en fait, et qu'il élimine les toxines, vous vous doutez bien, en fait, je pense que vous avez remarqué que vous n'avez pas un tuyau qui sort du foie et qui va dans une poubelle à côté. Les toxines que le foie va filtrer et éliminer, où est-ce qu'elles vont passer? Elles vont aller dans les intestins, elles vont aller sur les reins pour pouvoir après être éliminées par les urines. Et donc, c'est important avant même de détoxifier son foie. C'est pour ça que je ne recommande pas les compléments alimentaires sans accompagnement personnalisé pour détoxifier le foie. Parce qu'avant même de détoxifier le foie, il faut s'assurer en fait que le rein, lui, il est capable aussi de filtrer les toxines, que les intestins sont capables de filtrer les toxines. Si par exemple vous détoxifiez votre foie et que vous éliminez les toxines du foie, le foie il balance les toxines au niveau des intestins. C'est cool, mais si vous êtes tout le temps constipé, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces toxines? Elles vont repartir dans votre organisme. Elles vont rester, elles vont stagner dans votre organisme. Donc il faut déjà s'assurer que les intestins peuvent correctement éliminer les déchets, les toxines. Et pareil pour le rein, via les urines. Parce que c'est bien beau de détoxifier le foie, mais le foie, il balance les toxines sur un autre organe, sur un autre émonctoire dans votre organisme. Et donc avant même de détoxifier le foie, il faut s'assurer que les autres organes puissent eux également se détoxifier et éliminer les déchets correctement. Sinon, c'est un cercle vicieux. Et du coup, revenons-en au cycle menstruel, même si le foie est un aparté capital. Le cycle menstruel, donc pendant les règles, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Donc pendant les règles et pendant toutes les phases du cycle, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour vivre au mieux votre cycle menstruel? Donc déjà, repos, chaleur, bouillon, automassage à l'huile chaude durant vos règles. C'est-à-dire, vous restez dans votre lit, vous restez sur votre canapé, vous mettez du chaud sur votre ventre. Et du chaud sur votre ventre, ça ne veut pas forcément dire de la bouillotte ou la ceinture que l'on voit partout sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être vu. C'est juste prendre une tasse de tisane chaude et la poser sur votre ventre pendant que vous regardez votre film ou votre série. C'est tout. Parce que entre le nombril et le périnée, on a des tubos, ça s'appelle. Donc, c'est des points, des méridiens qui, du coup, avec l'eau chaude, vont pouvoir être sollicités à ce niveau-là. Et donc, le chaud sur ces deux points de méridien, sur ces deux tubos, ça va permettre de calmer les douleurs, en fait. Parce que oui, j'ai quand même étudié la médecine chinoise pendant 2 ans. Donc, c'est important de rajouter des petits tips comme ça qui peuvent être utiles. Ensuite, pendant les règles, vous pouvez aussi en profiter pour faire des méditations qui sont douces, pour faire du journaling. Voilà, vous êtes dans une période, durant les règles, de détox. Donc, vous pouvez détoxifier très bien aussi votre mental. Voilà, et le journaling, c'est très bien pour ça. Dites-vous que quand quelque chose est bloqué dans votre tête, de l'écrire, ça le sort de votre tête, tout simplement. C'est ça, la détox aussi, émotionnelle. Juste sortir les choses de votre tête, quand vous êtes encombré. Ensuite, durant la phase folliculaire, donc là, on est plus kapha. Donc, je vous rappelle, phase menstruelle plus vata, qu'on vient de voir, phase folliculaire plus kapha. Donc, kapha, quand même, on va avoir besoin de mouvement, mais on reste dans la douceur, quand même. De marche, une alimentation qui est légère, qui est riche en aliments qui vont permettre une bonne détox du foie.
On revient au foie. Mais voilà, une alimentation qui est vivante, donc beaucoup d'amandes, de noix, huile de cameline, huile de lin, épinards, coriandre, persil. Les aromates sont top pour le foie, donc allez-y. Ensuite, durant l'ovulation, durant la phase Pitta, on va avoir une alimentation qui est plus rafraîchissante. On ne va pas faire d'excès de sport parce qu'il peut y avoir des troubles au niveau de l'ovulation. Par exemple, si vous êtes déjà dosha dominant Pitta et que durant l'ovulation, l'ovulation c'est la phase Pitta également, vous risquez d'avoir plus de déséquilibre. Donc malgré le fait en fait que durant cette phase, on ait beaucoup plus d'énergie, si vous êtes trop dans l'excès alors que vous êtes déjà Pitta et que du coup vous faites trop de sport intense, etc., vous pouvez développer des grosses douleurs et des problèmes au niveau de votre ovulation. Ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode de podcast, les problèmes qui peuvent être liés à l'ovulation, parce que c'est difficile de l'aborder dans un épisode qui n'est pas dédié. Bref, donc faites attention à ça si vous êtes Pitta. Et vous pouvez avoir besoin de plus sortir, de plus connecter avec les gens, donc ça, allez-y. Ensuite, durant la phase lutéale, donc Pitta, c'est la phase avant les règles, donc je vous rappelle, c'est l'automne. Donc là, vous allez ralentir, vous allez aussi soutenir votre foie avec le curcuma, le romarin par exemple, et réduire votre charge mentale. Là, c'est le moment de mettre en place les outils de gestion de stress que vous avez, de faire du yin yoga, du yin restauratif, de faire de la méditation, des exercices de respiration. Ça va être hyper important parce que c'est la phase où le corps est le moins résilient au stress. Donc, le moindre stress peut provoquer de l'inflammation durant la phase lutéale, beaucoup plus que durant les autres phases. Point important également, c'est la mode des bains froids, des saunas, etc. Pas durant la phase lutéale. Dites-vous bien, durant la phase lutéale, là ce que je vous dis, c'est de ne pas soumettre votre corps au stress. Le stress, ça peut être les objectifs au travail qui vous stressent. Ça peut être les news à la télé. Bon, ça, il faut changer de chaîne. Il n'y a rien à faire. Changez de chaîne. Ne regardez pas les news. Durant cette phase-là, en tout cas. Ça peut être ça. Des choses qu'on se rend compte qui nous stressent. Mais il y a d'autres sources de stress. Par exemple, si vous faites un bain froid qui est à entre 0 et 5 degrés, dites-vous que c'est stressant pour votre corps. C'est pas cool de le mettre dans une température qui n'est pas la sienne. C'est stressant, il doit s'ajuster. Du coup, que ce soit le froid ou le chaud, que ce soit le sauna, pas de bain froid ou de sauna ou d'activité qui stresse votre organisme durant la phase lutéale parce que vous allez aggraver l'inflammation et donc aggraver le syndrome prémenstruel. Donc le message clair de ce podcast, c'est vraiment de vivre en fonction de votre cycle. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on est dans une société très yang, très masculine, qui n'est pas faite en fait pour le cycle lunaire, le rythme infradien que subit la femme. Mais faites partie des femmes qui montrent l'exemple en inspirant, tout simplement. Recentrez-vous sur vous, pas sur les besoins des autres, pas sur les besoins de la société, mais sur vous, sur votre cycle, pour retrouver votre équilibre et vivre un cycle en toute harmonie. Vivre un cycle avec harmonie comme ça va vous permettre de réduire votre syndrome prémenstruel, d'équilibrer vos hormones et donc d'équilibrer votre humeur, d'améliorer votre digestion et si un jour vous avez un projet bébé, d'améliorer aussi naturellement votre fertilité. Donc n'hésitez pas, écoutez-vous, respectez votre corps, respectez ses besoins. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir des besoins différents en fonction de son cycle menstruel comparé à un homme. Mais au contraire, c'est une force de respecter son cycle menstruel dans une société qui ne nous encourage pas forcément et qui en tout cas ne nous facilite pas la tâche. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à le liker, à le partager à une amie ou encore à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous pouvez réserver une consultation gratuite. Le lien est là et dans la description. Le but de cette consultation gratuite, c'est vraiment de déterminer si on peut travailler ensemble, si vos attentes matchent avec ma méthode d'accompagnement pour que les résultats soient les plus optimisés possibles et que vous atteigniez vos objectifs car c'est ma priorité. Passez une belle journée et à très vite pour un prochain épisode.